Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Docteur Bienvenu Ileka, je suis coordonnateur de Santé Quiz Asbel. Santé Quiz est une association qui œuvre dans le domaine de la santé, notamment dans trois axes, dans la formation médicale continue. Nous œuvrons aussi dans la sensibilisation et éducation sanitaire et nous œuvrons aussi dans la promotion des élites en santé et dans bien d'autres activités en santé. Et ce soir, nous sommes réunis pour notre axe. Parce qu'une personne, pour la première fois qui doit intuber, il doit l'intuber sur un être humain. Ça, c'est vraiment anormal. Alors, nous allons aider à ce que nous puissions avoir un centre national de simulation où les gens viendront faire de pratiques. Et voilà ce que nous envisageons dans le futur. Et avec l'aide de l'association Santé Quiz, nous pouvons être capables de faire mieux. Quels sont les objectifs de cette présentation? Malheureusement, je dois vous dire, j'aurais bien voulu que ce soit en présentiel, où je vous montre comment on fait les BABA de Basic Life Support. Comment intervenir quand une personne a fait un arrêt cardiaque. Alors, d'abord, il faudra savoir reconnaître rapidement un arrêt cardiaque. Deux, appliquer l'algorithme international de Basic Life Support. Et le mot efficace vaut la peine parce qu'en fait, il y a des gens qui font des compressions thoraciques moins efficaces. Ça prend longtemps pour assurer la circulation sanguine et restaurer la fonction respiratoire et cardiaque. Alors, il faut comprendre le rôle de la défibrillation précoce. Dans les magasins, les grands magasins, les grands espaces, vous ferez toujours quelque part, il y a un défibrillateur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux médecins. Un individu qui passe doit et comment défibriller. Donc, utiliser un défibrillateur. Et cinquièmement, nous allons énumérer les erreurs fréquentes en réanimation, les éviter et comment les éviter. Alors, pourquoi le Basic Life Support? C'est quoi Basic Life Support? Cardio-respiratoire. Basic Life Support de la réanimation cardio-respiratoire. L'arrêt cardiaque est une urgence absolue. Chaque minute sans réanimation cardio-pulmonaire réduit la survie à 10%. Je vous donne un exemple. Un individu vient de faire un arrêt cardiaque immédiatement devant vous. La première minute qui va passer après ce moment-là, il a perdu 1 minute. Cette personne a perdu toute la capacité cérébrale parce que vous n'êtes pas intervenu à temps. C'est-à-dire, il faut toujours intervenir. Et comment intervenir, c'est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. La réanimation cardio-pulmonaire doit être précoce, avec double et triple, ça peut doubler ou tripler la survie. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir reconnaître l'arrêt cardiaque. Il y a des éléments d'évaluation qui nous permettent d'évaluer si oui ou non cet individu a fait un arrêt cardio-respiratoire ou pas. Donc, l'algorithme, le BABA de Basic Life Support chez un adulte, il y a un algorithme clair. Moi, je veux partager cette image pour que chacun de vous, partout où il ira, sache qu'il y a des étapes qu'il faut faire. La première étape, si on était sur la scène, il faudra sécuriser la scène.
C'est-à-dire, si le patient se trouve sur la voie, sur la route, vous devez faire en sorte que mettre une barrière ou bien déplacer le malade à un endroit où la circulation ne peut pas vous attaquer ou bien quelqu'un ne peut pas vous attaquer pendant la scène. Deuxièmement, il faut vérifier l'état de conscience. Et pour cela, il y a des algorithmes clairs pour vérifier l'état de conscience. Je vais vous expliquer ces algorithmes au cours de cette il faudra appeler au secours, même si vous êtes médecin. Il ne faut pas dire que comme je suis médecin, je le fais seul. L'algorithme de la ressuscitation cardio-pulmonaire, c'est quelque chose qui se fait en équipe. D'où il faut appeler les secours, appeler 2 ou 3 personnes qui s'y connaissent pour vous assister. 3, 4, il faudra vérifier la respiration. La personne et vous ouvrez la bouche. S'il y a une respiration quelconque, vous verrez qu'il y aura des écumes de sa respiration qui sont en train de sortir de sa bouche et sa bouche va y exhaler une haleine ou bien une respiration et ça va vous vérifier la respiration. À part ça, il faudra vérifier le pouls, la pulsation. C'est soit fémoral, soit au niveau de la carotide. Et la carotide est plus accessible, il faut le faire immédiatement. Et dès que vous n'avez pas de pouls, vous n'avez pas de respiration et la personne est inconsciente, vous remplissez les conditions pour une réanimation cardio-pulmonaire. Et vous remplissez les conditions de ce qu'on a. La respiration et la pulsation vous donnent les 3. Si vous n'avez pas, l'état de conscience est totalement, la personne est totalement, ne répond pas à l'appel, il ne répond pas à « 57 secondes à 58 », vous devez être capable d'avoir fait deux massages. C'est ce rythme-là. Je me rappelle, j'ai vu aux États-Unis les gens, quelqu'un en train de faire un massage par seconde. Ça, c'est inefficace. Donc, 2 massages par seconde. C'est-à-dire, ça doit être rapide, ça doit être profond. Je vais vous expliquer que quand vous faites un massage inefficace, soit en profondeur, soit en rythme, vous avez beaucoup de chances de perdre votre malade. Donc, la vie de ce malade-là dépend de vous. D'être bien entraîné et de faire ce massage, deux massages pour 1 seconde. 2 massages pour 1 seconde. Donc, pour arriver à 120 massages pour 1 minute. Et comme nous devons alterner le massage cardiaque et la ventilation, on a divisé les 120 par 4 pour faire 130 massages cardiaques et immédiatement insuffler de l'oxygène pour la ventilation à 2 reprises. 32, 32, 32. Vous comprenez? C'est un exercice laborieux qui ne doit pas se faire par une seule personne. Il faut toujours quelqu'un pour vous remplacer le temps que vous puissiez prendre de l'air et de vous ressourcer en énergie. Sinon, au milieu de votre massage, vous serez tellement fatigué que vous ne serez plus efficace. Vous n'allez pas ni respecter le rythme, encore moins la profondeur. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, faites-vous remplacer. Et moi, la technique que je donne aux gens pour se faire remplacer, continuez avec le massage pendant que l'autre personne est en train de venir. Au moment où vous enlevez vos mains, l'autre personne continue le rythme. Jamais tu tournes et puis il vient nonchalamment et puis il arrive, ok, il se prépare et vous ratez 30 secondes. Vous avez raté les chances d'avoir une
réanimation cardio-pulmonaire efficace. Alors, l'étape suivante, ce qu'il faut faire, c'est... un moment, chez moi ici, donc ça c'est... Donnez-moi une minute. On a fini avec... C'est qui est en train de partager? C'est moi. C'est moi, n'est-ce pas? Oui, c'est vous, docteur. C'est vous qui êtes en train de partager. Mais ça ne bouge pas. Bizarre. Moi, j'étais en train de partager et puis chez moi, ça ne bouge plus. J'essaie de passer à les... Quelqu'un est en train de m'aider là-bas? Non, hein? Maximum de ventilation. Ça, c'est très important. Vous pouvez bien faire des bons massages avec un rythme et une vitesse appropriée, avec une profondeur appropriée, mais si votre ventilation est inefficace, vous n'allez pas réveiller le patient. OK? Ça sont les notions qu'il faut retenir. Suivant, il faut voir que lorsque vous êtes en train de faire votre massage, il y a des moments où vous aurez besoin de défibriller. C'est-à-dire, vous placez votre AED, appareil électronique de défibrillation, sur le sternum au milieu et à côté, vous placez au niveau du flanc, pas du flanc, mais au niveau de sous-axillaire, la partie sous-axillaire, pour lancer un chocage. Heureusement pour nous, ces appareils de défibrillation qu'on trouve dans les magasins, dans les malls, ils vous donnent des instructions. Vous n'avez pas besoin de lire, mais c'est mieux de lire en avance. Mais comment vous saurez que vous avez un rythme, une fibrillation ventriculaire? C'est seulement quand vous avez fait un ECG avec 12 leads que vous allez voir qu'il y a une fibrillation ventriculaire ou bien une tachycardie ventriculaire. Mais maintenant, la question que quelqu'un va me poser, c'est quoi? Je suis au mall, je n'ai pas de 12 leads et je dois choquer. Généralement, quand il y a le pouls revient, OK? Mais vous verrez que la pulsation est très rapide. Vous n'avez pas de chance de déterminer si c'est une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie. Vous faites quand même un déchocage avec l'appareil de réanimation, de défibrillation électronique. Alors, ça, on a déjà évoqué tous ces aspects ici. On a déjà évoqué tous ces aspects ici aussi. Alors, je veux poser une question avant qu'on avance. Hein? Un patient de 55 ans s'effondre devant vous. Quelle est la première action à faire? Les réponses sont là, mais c'est une question choix multiple. Vous êtes avec moi? Oh, je vous ai perdu. Cher public, vos réponses, s'il vous plaît. Oui. Qui peut répondre à cette question? Un patient, un individu au mall de 55 ans s'effondre devant vous. Quelle est la première action? A. Vérifier le pouls pendant 30 secondes.
B. Commencer immédiatement les compressions. C. Donner de l'oxygène. D. Chercher un médicament. Vous êtes là? Personne ne répond? Je ne vais pas répondre. Bon, moi, j'ai choisi l'option B. Moi, j'ai choisi l'option B. OK. Qui dit le contraire? Moi, je choisis l'option A. OK. Qui dit le contraire? Moi, je choisis l'option A également. OK. Donc, Jocelyne et Joyce, assertion A. Et je pense que c'est Michel. Hein? Michel, vous avez dit B. Moi, je choisis également l'option A. Antoine a choisi A. Qui d'autre? Voilà, on se limite là. Il y a eu un piège dans cette question. Moi également, j'ai choisi la section A. Il y a eu un piège dans cette question. Je veux vous ramener à une diapo où vous avez la réponse à cette question. Chercher la conscience. Bon, avec cette diapo qui résume en fait tout, vous avez compris que le piège était là. Sécurisation. La respiration et le pouls, c'est en 10 secondes. C'est pas 30 secondes. Le message clé que j'aimerais porter ici, c'est que le temps est le facteur le plus critique quand il s'agit d'une réanimation cardio-pulmonaire. Il faudra mener une réanimation cardio-pulmonaire de qualité et la qualité dépend de la vitesse, le rythme, 120 massages à la minute. La profondeur de massage, c'est 5 à 6 cm de profondeur. C'est alors qu'on peut parler d'une qualité de réanimation cardio-pulmonaire. Et encore, il faut alterner 30 massages efficaces avec 2 ventilations. Vous soufflez dans la bouche de l'individu après avoir inspiré pour avoir un peu de réserve, afin que quand vous lui transmettez le souffle, vous avez une bonne quantité d'oxygène qui pénètre et qui va préserver les neurones. Alors, la défibrillation précoce est essentielle. Dès que vous détectez, et ça, je vous dis, c'est sûrement dans l'ambulance, lorsque on a déjà commencé et les paramédics ont mis un tracé DCG et au moniteur, ça vous montre soit une fibrillation ventriculaire, soit une tachycardie ventriculaire. Vous faites ce qu'on appelle la défibrillation avec l'appareil que vous avez devant vous. Et chaque professionnel de santé doit maîtriser le Basic Life Support. Chaque professionnel. Je ne dis pas que non, moi je fais la gynéco, moi je fais la santé publique. N'oubliez pas, je vous raconte une histoire. J'étais dans un vol Paris-New York et un monsieur a fait un malaise et on a appelé un médecin. Le comble, c'est que je pouvais me dire, ah, Naomi Samoussapité, parce que, bon, pourquoi je dois prendre une responsabilité dans un avion, on est au milieu de l'océan Atlantique. Mais mes enfants étaient avec moi. Et mes enfants savent que je suis docteur et je dois faire quelque chose.
D'où je me mets debout, j'ai assisté et je vous préviens, dans l'avion, il y a très peu d'outils pour ressusciter. Alors, c'est généralement de l'oxygène et faites juste le massage sur le bas. On va créer un espace pour vous et vous pouvez sauver une vie. Donc, quand je dis chaque professionnel de santé, ça peut vous arriver que non, un membre de la famille, vous êtes en train de manger, il fait un arrêt cardio-respiratoire sur la table. Vous allez dire, pas les noms, j'appelle l'ambulance. Non, vous devez commencer le massage immédiatement. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Chaque minute, je dis chaque minute qui passe entraîne une détérioration de la fonction en 10%. Donc, vous avez une minute qui passe, vous perdez 10% des chances de récupérer le malade. 2 minutes qui passent, c'est 20%. 3 minutes qui passent, c'est 30%. Réfléchissez. Si, rappelez-vous de l'histoire de Papa Wemba. Pendant que Papa Wemba était tombé sur la scène, les gens ont, bon, d'autres appelaient, c'est vrai, c'est bon, mais les gens n'avaient pas le réflexe de faire la réanimation cardio-pulmonaire. Papa Wemba serait avec nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je n'ai rien contre au nom de Jésus. Je suis moi-même très bon chrétien. Il faut, pendant que bon, partagez-vous les tâches alors. Une personne fait au nom de Jésus, une autre personne commence le massage cardiaque. N'est-ce pas que c'est raisonnable? Mais aussi, encore faut-il faire un massage cardiaque efficace. Je reprends. Et massage cardiaque efficace, c'est la vitesse. 2 massages pour 1 seconde. On a fait les calculs avec, je pense que je vais retenir le nom, Joyce. Joyce a répondu 2 massages par seconde. Parce que vous devez arriver à 120 massages ou 120 compressions à la minute. Vous comprenez? Et la profondeur et la position au milieu du sternum. C'est que vous calculez les sternums bout en bout. Si ça fait 6 cm de sternum, vous allez à 3 cm, c'est le milieu. Vous faites un massage à ce niveau-là, très profond, 5 à 6 cm, très profond, mais rythmé, très rapide et profond. C'est ça un massage efficace. Et là, vous pouvez sauver des vies. Nous avons pris l'opportunité de vous expliquer ces choses vous-même. Comme ça, moi, je peux voir que non. Là où tu as mis tes mains, ce n'est pas là. Ou bien je peux voir que vous êtes en train de danser. Moi, j'ai vu des gens en train de… Quand je dis danser, c'est quoi? Le tronc ou bien le dos est en train de monter et de descendre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous devez être efficace, donc fixe. Mais là, il faut démontrer. Là, il faut que je vous montre comment on fait, comment on le fait efficacement. C'est alors qu'on peut avoir des vidéos. On va faire les massages sur le mannequin à la prochaine. Moi, je pense qu'il faut m'inviter en présentiel. Prenez un petit groupe de 20 personnes et on le fait ici au cinquantenaire. Vous venez justement ici, on fait le BLS ensemble. Et à l'occasion, je vous lance un message. Nous aurons 3 jours, du 27, 28 et 29, des formations BLS, ACLS et TLS. Et ce ne sera pas des formations genre quelqu'un au tableau en train de vous donner la théorie. Non. Il y aura une vingtaine de mannequins. Il y aura des stations où les gens vont pratiquer le massage cardiaque. Quand je vois que votre massage n'est pas efficace, je vous le rappelle, je vous corrige, on continue jusqu'à ce que vous puissiez faire un massage efficace. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, il y a… Oui, très bien. Oui, on entend très bien. Oui, voilà. Donc, j'ai lancé le mot-clé.
Je vais conclure parce qu'en fait, c'est dimanche, mais aussi c'est une opportunité. Le Basic Life Support, BLS, est la base de toute réanimation. Former, agir, sauver des vies, c'est ce que Santé Quiz est en train de préconiser et nous allons les accompagner pour que nous puissions faire des formations efficaces et que nous puissions avoir des médecins et des non-médecins formés au BABA de la réanimation cardio-pulmonaire. Je vous remercie, mais je suis présent pour les questions. Voilà, merci beaucoup, docteur Jean-Michel, pour cette brillante intervention. Donc, rapidement, pour ne pas prendre beaucoup de temps, tous ceux qui ont des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, poser votre question. Et nous allons avoir comme ça, 20 minutes maximum pour les questions-réponses. Et puis, nous allons conclure. Donc, si vous avez une question rapidement, vous pouvez ouvrir votre micro, poser la question. Et le docteur Jean-Michel, qui est encore avec nous, se fera le plaisir de pouvoir répondre. Vous avez la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je suis à votre disposition. Joyce, posez votre question. Voilà, monsieur Antoine, docteur Antoine, vous avez la parole, vous avez levé la main, vous pouvez poser votre question. Docteur Antoine. D'accord, merci pour la parole accordée. Merci, docteur Jean, pour ce brillant exposé que vous avez développé. J'ai juste, bon, je suppose c'est une petite question, parce que j'aimerais savoir quelles sont les précautions qu'il faut prendre lorsque nous exerçons des insufflations, parce que il y a un contact entre les muqueuses face à une personne qu'on ne connaît peut-être pas, dont on ne connaît pas l'état de santé. Quelles sont donc les précautions qu'on peut prendre vis-à-vis de cette situation? Merci. Donc, si je comprends bien, docteur Antoine, c'est par rapport à la récitation la ventilation bouche à bouche. C'est ça? Oui, docteur. Oui, c'est ça. Oui, généralement, qu'est-ce que nous faisons, bien que ce n'est pas très efficace? Vous savez ce qu'on appelle les mouchoirs. Ça fait un filtre, mais bon, écoutez, ça fait un filtre, ça prévient même 50% d'oxygène de passer. Prenez votre mouchoir, insufflez dedans, est-ce qu'il y a de l'air qui passe de l'autre côté? Sûrement 20% de cet air qui passe. En fait, en réalité, il y a des choses que nous faisons. En réalité, on dit bouche à bouche. Je pense qu'il faut connaître la sérologie de la personne. Il faut. Mais en tant que médecin, ça c'est un message personnel. En tant que médecin, nous prenons parfois des risques en salle d'op où on se pique les guides d'un patient séropositif, par exemple. Ce n'est pas qu'on l'a fait exprès. Mais en tant que médecin au front, c'est que le front line, moi, je ferai le bouche à bouche sans poser de questions. Vous savez pourquoi? C'est une question d'éthique entre le risque de contracter une maladie et même en plus, je vais vous dire que non, les risques sont très minimes. Alors, extrêmement minimes parce que vous n'avez pas un échange direct de fluide. Comprenez? Alors, moi, je ferai sans précaution. Je demande l'opinion de mes amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Les autres amis, est-ce que vous allez le faire, oui ou non? Joyce, docteur Joyce, elle est où? Docteur Fabrice. Je le ferai, docteur Jean, désolé, je le ferai, sans précaution. Docteur Joyce, vous me trouvez allongé, sans respiration, sans pulsation, oui. Et vous vous rappelez de BABA, de BLS, de réanimation cardio-pulmonaire. Oui.
vous rappelez que vous faites faire 30 massages, compressions contre 2 ventilations. Est-ce que vous allez m'assister, oui ou non? Je vais vous assister, docteur, sans hésiter. Voilà. Nous Oui. avons en fait en Aussi. tant que médecin des obligations. Retenez Mes cela. excuses, hein. Mes excuses, hein. C'est Oui, Michel. Antoine. C'est Michel, oui. Oui. Je pense que lorsque la vie de la personne est en danger comme ça, tout ce que nous réfléchissons, du type protection, vous n'allez même pas réfléchir, vous allez agir. Nous, à la salle d'op, à tout moment, on est en contact avec les sangs, mais on ne sait jamais contaminer. Je pense que même Dieu aussi protège les gens qui sauvent des vies. Bravo. Je pense que tout le monde a le sens de l'éthique et le sens de... nous avons non seulement des obligations, mais des devoirs. Alors, docteur Antoine, vous avez compris. Moi, si vous êtes là, je vous ferai un bouche à bouche, sans réfléchir. Oui, docteur, j'ai compris et c'est vrai que moi aussi je le ferai. Je le ferai sans hésiter. Bravo. Mais lorsque j'ai posé la question, c'était de savoir, en fait, c'était dans l'optique de savoir s'il existerait des méthodes que l'on nous recommanderait d'appliquer pendant cette phase d'insufflation ou de ventilation. En fait, c'était dans la littérature, je n'ai pas vu de précautions. Et cette histoire, par exemple, de Covid, tout ça, ou bien la sérologie positive, je ne pense pas que ça... En ce moment-là, vous savez, nous, médecins, hein, c'est ça en fait le réflexe de médecin, on intervient. Quel que soit le risque qu'on prend, on intervient. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés par ce que Hippocrate a dit. Il y a 2 règles dans la loi d'Hippocrate. Non, il ne faut pas, il ne faut pas créer des dangers. Do not aussi, il faut assister toute personne sans discrimination. Alors, la question d'Antoine nous a plongé dans l'éthique. Et moi, sincèrement, je n'ai pas vu dans les littératures de précautions particulières. On nous enseigne 32, 32, 32, quelle que soit la condition de la personne que je trouve sur le terrain. Merci, docteur. Alors, Michel, vous avez une question? Je n'ai pas de questions particulières, surtout que j'ai suivi un peu à retard. Alors, je vais chercher quelqu'un d'autre. Ouais, je certainement. Docteur Joyce? Oui. Merci pour ce brillant exposé. Préoccupation. J'ai fait une formation il y a très longtemps en Afrique du Sud sur justement la bouche et insuffle, mais bon, c'est pas comme si ça protégeait toujours à 100%. Dans tous les cas, on a eu la réponse. C'est juste le commentaire que j'allais mettre par rapport à ce que Dr Antoine avait dit. Mais moi, la préoccupation, Joyce, je vais vous répondre. Oui. Moi, l'Afrique du Sud, je suis instructeur BLS, mais je suis aussi, j'ai fait les provider courses. En fait, les dispositifs dont vous parlez, nous les aurons pendant la simulation. Parce que pendant la simulation, ce n'est pas un cas réel. Oui. Hein, c'est une personne que tu connais, tu ne veux pas entrer en bouche à bouche avec la personne. Et la personne est vivante, ce n'est pas la personne qui est morte. Oui. Alors, nous aurons ces dispositifs pour la simulation. Oui. Mais pour un cas réel, votre tante tombe dans votre salon, vous n'avez pas Donc, pour le cas réel, il faut aller bouche à bouche. Okay. Il faut aller bouche à bouche, oui. Voilà. Oui. D'accord. Merci beaucoup, docteur Jean. Moi, ma question, c'est vraiment pas par rapport à
la présentation, j'ai très bien compris, mais c'est par rapport au dispositif, au AED. Nous, on n'a pas ça ici. Vous en avez parlé pour les malls et tout. Alors, je ne sais pas à votre niveau, en tant que urgentiste, si vous avez déjà des démarches par rapport à ça, je sais pas, auprès du ministère de la Santé ou quoi, pour qu'on ait aussi ces dispositifs dans nos différents malls, stations de bus et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça ma préoccupation. Oui, la réponse est oui. Vous savez que quand j'ai fait mon introduction, je me suis dit, je suis venu au Congo pour apporter un plus. Et dans les domaines des urgences, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Je peux bien enseigner le BLS, mais si il n'y a pas de dispositif de défibrillateur dans les malls, c'est incomplet. Exactement. Vous allez faire le massage, vous allez faire la ventilation, et si l'ambulance arrive et qu'il y a une tachycardie ventriculaire, vous ne faites rien. Donc, ça, c'est un problème. Oui, ça... Venez. Donc, nous sommes en train de faire des plaidoyers maintenant, ok, mais aussi quand ça marche. Alors, je vois une main, Stone Kamanda. Et la formation. Ça, la semaine prochaine, hein, donc mardi, mercredi. Et j'insiste, il n'y aura pas de présentation magistrale. Ça fait dormir d'ailleurs. Ce sera pratique, pratique, pratique. Alors, Stone Kamvula, c'est ça, oui, non? docteur Stone, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Jean, pour l'exposé. Toujours en situation d'urgence et de réanimation cardio-respiratoire. Je voudrais savoir en combien de temps on pourrait dire que notre réanimation a échoué et tenant compte des ABCD dans les urgences, à quel moment on peut faire intervenir les drogues, les médicaments et des premiers choix. S'il y en a comme ça, vous pouvez aussi nous donner. Vraiment très, très loin. Toujours loin, docteur. C'est peut-être mon micro. Donnez-moi une minute, j'ajuste mon micro. D'accord, d'accord.